L'Euro 2004, c'est parti. Après la cérémonie d'ouverture, premier match dans le stade de Porto. La Grèce vient tout juste de l'emporter face au Portugal 2-1. Demain, c'est au tour des Bleus de se lancer dans la partie. Marcel Desailly ne jouera pas. Les 25 pays de l'Union auront élu demain les 732 députés du plus grand Parlement démocratique du monde. La France vote demain, un rendez-vous qui ne semble pas mobilisé, mais il est encore temps. Journée mondiale contre le travail des enfants interdits d'école, 200 millions d'enfants exploités, mis au travail forcé ou à l'esclavage. Les chiffres sont en constante augmentation. Pour lutter contre le suremballage des produits de consommation, opération vérifiée dans les supermarchés, des emballages volumineux, inutiles, nocifs pour l'environnement. Cinéma avec Le rôle de sa vie. 3 semaines après son prix à Cannes, revoilà Agnès Jaoui. Elle joue le rôle d'une star aux côtés de Karine Viard. Une réflexion sur la célébrité. Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité de cette fin de semaine est doublement consacrée à l'Europe. On vote dans les 25 pays de l'Union et sur le stade de Porto a été donné le coup d'envoi de l'Euro 2004. Rapide cérémonie d'ouverture avant de laisser la place au premier match Portugal-Grèce. Un stade archi-comble, une équipe soutenue par la ferveur des supporters et un résultat qui n'est pas à la hauteur de leurs espérances. Christophe Tortora. Ce week-end, les électeurs européens se rendent aux urnes et au Portugal, les supporters, eux, se rendent au stade. Et cet après-midi, l'ambiance est très conviviale entre les Portugais et les Grecs venus assister au match d'ouverture. C'est pour ça que je suis allé en 1984, j'étais à Marseille voir la demi-finale France-Portugal. Et 20 ans après, j'ai voulu voir dans mon pays ce que c'était. Les supporters helléniques sont reconnaissables à leur toge et à leurs caméras en bandoulière. Les mesures de sécurité sont visibles, 20 000 policiers sont mobilisés dans le pays. Et pour que la fête soit complète, les Portugais rêvent de partir à la conquête du trophée. C'est une grande émotion d'être ici. J'espère que le Portugal va aller loin pour que ce soit la fête et qu'on gagne la finale. La conquête, la découverte du nouveau monde ont été le thème central de la cérémonie d'ouverture. 900 figurants sont venus porter au plus haut les couleurs du Portugal et des 15 autres pays qualifiés. Pendant 3 semaines, l'Europe sera avant tout celle des amoureux du ballon rond, du beau geste, du plaisir et du jeu. Mais sur le terrain, pour les Portugais, cet Euro ne pouvait pas plus mal commencer. Après à peine 6 minutes, ils encaissent un premier but par Karagounis. Et en deuxième période, l'arbitre siffle un pénalty pour les Grecs. Monsieur Colinas semble désolé, le pénalty est transformé par Bassinas. En fin de match, Ronaldo pour le Portugal réduit le score final 2-1. Ce soir, il y a des larmes qui risquent de faire couler le maquillage des supporters portugais. Et dans ce championnat d'Europe, les Bleus feront leur entrée sur le terrain demain soir face à l'Angleterre. Le suspense est levé, Marcel Desailly ne jouera pas demain. Ainsi en a décidé Jacques Santini. À 24 heures de leur premier match, les tricolores sont à l'entraînement. Florent Gautreau, Abdel Zouyache. Desailly hors note Desailly, c'était la question. Et la réponse est venue du principal intéressé. Desailly ne disputera pas son 116e match en bleu. C'est avec le sourire, mais avec une pointe de tristesse qu'il l'a annoncé. Son genou va mieux, mais il n'est pas revenu à 100% de ses moyens. Je regrette de ne pas pouvoir le jouer, mais bon, c'est le football et je serai le premier supporter de mes coéquipiers et c'est fantastique. Le football, vous savez, les décisions ou les petits soucis comme ça font partie intégrante de notre métier. Desailly sur le banc, Zidane sera donc capitaine. Et en défense centrale, c'est un spécialiste du jeu anglais, Michael Sylvestre, le joueur de Manchester, qui sera titulaire avec Thuram. Volontairement ou non, Jacques Santini continue donc sa petite révolution en associant la nouvelle génération aux cadres habituels de l'équipe de France. Un sélectionneur confiant, mais méfiant. Ça va être un Euro très très difficile. Bien sûr, il y a des favoris et la France, vous le savez, en fait partie. Et les joueurs et moi-même, on ne se l'est pas caché. Mais on sait que déjà pour être en quart de finale, il faudra faire 3 matchs de haut niveau. Et le premier de ces matchs de haut niveau aura donc lieu ici à Lisbonne, au stade de la Luz, un stade que les Français ont découvert il y a 1 heure. C'était leur dernier entraînement, celui des ultimes réglages, notamment pour Michael Sylvestre, qui aura donc la lourde charge de remplacer Marcel Desailly. Revenons à présent sur les funérailles nationales de Ronald Reagan. Après la cérémonie à Washington, l'enterrement du 40e président des États-Unis s'est déroulé hier en Californie. Le dernier adieu de Nancy Reagan à l'homme qu'elle a aimé et soutenu pendant près de 50 ans. Yann Franti.
Il est temps de se séparer définitivement. Un moment intime et émouvant. Nancy Reagan rend un ultime hommage à son mari décédé, entouré de ses 2 enfants Ron et Patty. C'est sur cette colline californienne, face au Pacifique, sur le site de la bibliothèque qui porte son nom, à Simi Valley, que Ronald Reagan, le 40e président américain, repose désormais. Une dernière cérémonie, sobre, familiale, en présence de 700 amis proches, sous un soleil couchant. C'est l'ultime acte d'une semaine de deuil national aux États-Unis. Sonnerie aux morts, coups de canon et de fusil. Dans le ciel, une patrouille survole le cercueil. Symboliquement, le chef d'escadrille quitte sa formation pour rejoindre l'horizon. L'actualité internationale avec l'assassinat d'un occidental à Riyad, en Arabie Saoudite. Il pourrait s'agir d'un Américain. Il travaillait pour une compagnie d'électronique liée à un projet pétrolier. L'homme a été touché de plusieurs balles. Cet attentat fait suite à d'autres actions terroristes sur le sol saoudien. Les forces de sécurité ont également intercepté une voiture piégée cet après-midi. Autre assassinat, cette fois-ci en Irak, un attentat qui frappe en réalité toute l'équipe du nouveau gouvernement intérimaire, puisque c'est le sous-secrétaire aux affaires étrangères qui était visé. Il a été tué ce matin à Bagdad. Christian Houtin, Guillaume Fautra sur place. Bassam Kouba, c'était le bras droit du ministre des Affaires étrangères irakien. On le voit ici lors d'une conférence de presse avec ce dernier, un poste qu'il n'aura occupé que 12 jours. Après avoir quitté son domicile ce matin à Bagdad, le haut fonctionnaire a été pris dans une embuscade. Des inconnus ont ouvert le feu sur lui avant de prendre la fuite. Une exécution en règle, comme en témoigne la précision des tirs. Bassam Kouba est décédé peu après son transfert à l'hôpital. C'est le premier haut responsable du nouveau gouvernement à être victime d'un attentat. Un gouvernement formé le 1er juin dernier. Le ministère des Affaires étrangères a condamné une opération criminelle contre un homme intègre. Mais l'attentat visait aussi une personnalité au passé contesté. Bassam Kouba était l'ancien conseiller du vice-premier ministre de Saddam Hussein. Dans le précédent gouvernement intérimaire, 2 membres du Conseil avaient été tués. Cet assassinat résonne comme un avertissement pour la toute nouvelle équipe du gouvernement irakien qui doit prendre ses fonctions à la fin du mois. Les élections européennes, 25 pays sont appelés à élire leurs députés, un scrutin qui a commencé dès jeudi. Hier, ce sont les Britanniques qui se sont rendus aux urnes. Aujourd'hui, c'était au tour des Italiens, une élection à la fois européenne et régionale. Silvio Berlusconi pourrait faire les frais d'un vote sanction. Et puis en République tchèque, pour les premières élections européennes, les bureaux de vote étaient ouverts depuis hier midi pour 24 heures. Il s'agit donc d'un des anciens pays communistes. On s'attend à un faible taux de participation. Et la participation est bien la première préoccupation dans tous les pays de l'Union. Même les nouveaux venus ne montrent pas d'enthousiasme particulier. Au contraire, la campagne ne semble donc pas avoir mobilisé. Rappelons pourtant que les électeurs sont invités à choisir les 732 députés qui composeront le plus grand parlement démocratique. Il est encore temps. Mode d'emploi, enjeu de cette élection, Jean-Paul Chapelle. Dans le Parlement élargi à 25 pays, plus de députés. Total 732. Plus de députés mais moins de Français. Ils passent de 87 à 78. Il faut faire de la place aux 10 pays nouveaux. La nouveauté de ce scrutin, c'est que la France a été divisée en 8 grandes circonscriptions. Île-de-France, Sud-Est, Nord-Ouest, etc. Fini les listes nationales, l'idée est de rapprocher les élus de leurs électeurs. Ils devraient donc mieux connaître leurs représentants. Autre nouveauté, candidats hommes et femmes doivent alterner sur chaque liste selon la stricte règle de la parité. Un scrutin à la proportionnelle en un seul tour. C'est donc dimanche que nous choisirons nos représentants. En France, les bureaux de vote fermeront à 18 h en règle générale, sauf quelques grandes villes où l'on pourra voter jusqu'à 19 h ou 20 h. Les députés ainsi élus auront des pouvoirs renforcés, le pouvoir de contrôler, voire même de renverser la Commission européenne. En France, après un premier test lors des élections régionales, le vote électronique s'étend. 18 communes vont utiliser ce système qui a de vrais avantages, comme à Toulouse où 2 bureaux de vote ont été équipés. Reportage Isabelle Delian, David Bress. Le vote électronique passe par cet ordinateur au mode d'emploi très simple. En échange de ces papiers, l'électeur reçoit une carte à puce
utilisable une seule fois. Elle donne accès aux listes de candidats. Il suffit d'appuyer sur l'écran pour voter, puis confirmer son choix. Un reçu à voter. Deux volets sur le côté servent d'isoloir. Il faut veiller à ne pas être vu, comme au distributeur de billets. Si ces machines sont agréées, c'est qu'elles offrent vraiment toutes les garanties pour qu'on ne vote qu'une seule fois et pour que l'anonymat soit respecté. Dernière répétition ici pour les présidents et assesseurs des bureaux de vote, premiers bénéficiaires du système. Dès la clôture du scrutin, plus besoin de dépouillement, ils connaîtront les résultats. Quant aux Toulousains, ils ont des avis partagés sur les charmes de l'électronique. Je suis plus proche du papier que du reste, parce que je ne pratique pas trop tout ce qui est informatique. Ce qu'il faudrait, c'est connaître le contrôle de ces machines. Enfin, je sais pas. Peu importe, l'important c'est qu'ils votent, c'est tout. À Toulouse, 2 bureaux seulement expérimenteront le vote électronique et encore les électeurs auront le choix entre la machine et le papier. Les élections européennes, premières estimations demain à 20h. La rédaction de France 2 consacrera une édition spéciale en 2 parties avec les tout premiers commentaires, les premiers débats autour de Daniel Bilalian et Carole Gessler. Voilà pour la politique. Dans le reste de l'actualité, la surpopulation carcérale est un sujet récurrent. Mais cette année, apparemment, les records sont battus. Au-delà des chiffres, l'arrivée de l'été et des fortes chaleurs est un facteur aggravant. Le ministre de la Justice qui a fait une visite surprise hier à la maison d'arrêt de Lyon, Jacques Cardoz, Didier Guyot. Dans ces cellules exiguës, les détenus sont toujours plus nombreux. 61 000 l'été dernier, 62 500 au 1er avril. La surpopulation est une réalité. Les 185 prisons françaises ne comptent que 48 500 places. Il y a urgence. La chancellerie s'est donc engagée à construire 30 nouvelles enceintes carcérales. Je suis engagé dans un programme très important, mais qui ne portera ses fruits que d'ici 2 à 3 ans pour les premières prisons. Et deuxièmement, il faut avoir une action dans l'immédiat. Donc nous recherchons des places, nous essayons d'aménager les conditions de vie et les conditions de travail des surveillants. Et je veux développer une politique d'aménagement des fins de peine et d'alternative à l'incarcération. Parmi les alternatives, le bracelet électronique ou le placement à l'extérieur pour un travail ou une formation. Mais au total, cela ne concerne que 700 condamnés. On est loin de nos voisins européens. Une nouvelle solution est à l'étude, la construction de préfabriqués. À l'intérieur des enceintes, les syndicats y sont opposés. On pense que ça ne réglera absolument rien. Au contraire, ça va accroître les difficultés pour le personnel qui travaille dans l'établissement. Quant à la sécurité, ce n'est pas forcément ce qui se fait de mieux. Que les préfabriqués, l'été arrivant, risquent d'être extrêmement surchauffés très vite. Le garde des Sceaux doit justement annoncer un plan d'urgence en cas de canicule cet été, un plan qu'il doit détailler jeudi prochain. Faut-il ou non laisser les caméras entrer dans les prétoires? La question mérite débat. Une commission vient d'être créée par le garde des Sceaux. Aux États-Unis, la justice se fait en direct. Chez nous, il était rare, voire exceptionnel jusqu'à présent, de laisser filmer les audiences. Ces derniers temps, le système s'est assoupli. Pourtant, la loi interdit toute équipe de télévision lors du procès. Dorothée Cochard. La télévision et la justice. Une union brisée en 1954 au procès Dominici. Suivi minute par une armée de journalistes. Des journalistes qui avaient le droit de filmer tous les procès à l'époque, mais qui ce jour-là n'ont pas su se tenir. Des journalistes qui se battaient littéralement, un espèce de capharnaüm épouvantable des allées et venues des photographes qui ont fait qu'après on a interdit. Interdiction levée partiellement 30 ans plus tard par Robert Badinter, alors garde des Sceaux. Dorénavant, certains procès pourront être filmés, les procès qualifiés d'historiques. Ce fut le cas des procès Touvier, Barbie et Papon. Pourtant, au coup par coup, certains juges donnent leur accord pour filmer des audiences, alors que la loi le leur interdit. Dernier accord en date, celui obtenu par le cinéaste Raymond Depardon. En détention. Le tribunal. L'intérêt pour moi, c'est qu'on montre ce film aux adolescents. Qui sachent que même la petite transgression, c'est une transgression, parce que qu'il y ait un aspect, je pense même qu'il peut être un film, non seulement de pédagogie, mais de prévention. Domicile stable. Pour beaucoup de magistrats, la télévision pourrait même être un plus pour la justice. Imaginons que des procès hier aient été l'objet d'enregistrements comme Omar Haddad. Il y a des interrogations qu'aujourd'hui on ne se poserait plus. Aux États-Unis, bon nombre de procès sont retransmis en direct.
Un spectacle en quelque sorte. Et c'est bien cela que veulent éviter les Français. Filmer pourrait influencer les comportements de chacun. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on entend par filmer? Quel morceau allez-vous choisir? Est-ce qu'un procès qui dure une semaine va être totalement retransmis ou simplement les passages que choisira la presse? Est-ce qu'on va choisir les moments à charge, les instants où les éléments sont en faveur de l'accusé? Il y aura un véritable problème. Un procès, c'est un tout. Des questions auxquelles devra répondre la commission annoncée par le ministre de la Justice. Il faudra adresser des garde-fous et préserver les droits de la défense. En Savoie, la pollution à la dioxine provoquée par une usine d'incinération. Cette pollution prend aujourd'hui une tournure judiciaire. Le maire d'Albertville a été placé en garde à vue et mis en examen. Loïc Delamornay. C'est un incinérateur d'ordures ménagères. Normal que les habitants se soient plaints de mauvaises odeurs. Mais en 2001, l'établissement connaît une fuite de dioxine. L'incinérateur est fermé, mais un an plus tard, les dégâts sont peut-être bien plus graves qu'une simple pestilence. On n'est pas la seule famille touchée sur le Grignan. Je veux dire, tous ces gens qui sont tombés malades. Et je connais pratiquement, on peut dire, une famille sur deux, enfin de mon entourage, hein, à qui un des parents a une tumeur. Avec 160 autres témoins, cette femme a porté plainte en juin 2002. Entre-temps, 6000 têtes de bétail ont dû être abattues et des examens ont révélé un taux élevé de cancer chez les habitants du secteur. Aujourd'hui, le maire d'Albertville et son directeur général des services ont été mis en examen pour mise en danger d'autrui. Mise en examen, c'est le travail de la justice. Maintenant, je vais avoir accès au dossier et je souhaite que, naturellement, les responsabilités dans cette affaire soient déterminées le plus tôt possible. Et démêler les responsabilités ne sera pas simple. Le mois dernier, 3 autres personnes avaient déjà été mises en examen, dont un fonctionnaire de la DRIR, la direction de l'industrie et de l'environnement. Cette même DRIR qui, avant l'accident, avait pourtant averti le préfet que l'incinérateur n'était pas aux normes. Dans les Pyrénées-Orientales, une fresque peinte par des enfants juifs en 1942 dans le camp de concentration de Rivesaltes. Cette fresque a été vandalisée, une enquête a été ouverte. Un hommage à ces enfants internés était prévu cet après-midi. Journée mondiale contre le travail des enfants. Les chiffres sont accablants. 200 millions d'enfants qui sont embrigadés, exploités, interdits d'école. Dans bien des cas, il s'agit de travail forcé, d'esclavage. Une situation particulièrement préoccupante. Diego Garcia. À 14 ans, Isobella travaille 15 heures par jour depuis l'âge de 10 ans au Guatemala. Quand papa est mort, je me suis mise à travailler pour aider maman. Mais je me sens très triste parce que je suis toute seule, loin de maman. C'est pour ça que je suis triste. À plusieurs milliers de kilomètres de là, à Manille, Mary Jane, orpheline de 10 ans, vend elle aussi ses services pour survivre. Quand je vais chercher de l'eau, les voisins me demandent de faire leurs courses. Et quand je ne leur apporte pas ce qu'ils m'ont demandé parce que le magasin est trop loin du point d'eau, je me fais gronder. Les plus pauvres travaillent pour ceux qui le sont un peu moins. Peu ou pas payés, 246 millions d'enfants travaillent dans le monde. Plus de la moitié d'entre eux sont asiatiques et ont moins de 14 ans. Tous les continents sont touchés, comme ici en Afrique. Pour ces petites mains exploitées, pas d'école, encore moins de jeux et bien souvent des violences physiques ou sexuelles. Et c'est d'ailleurs l'augmentation du travail domestique qui inquiète aujourd'hui les organisations internationales. 10 millions d'enfants seraient concernés, en majorité des fillettes, esclaves des coutumes de leur pays. Parfois, leurs parents croient qu'en les mettant en situation de travail domestique, elles apprendront leur métier de femme, de mère de famille, etc. Ce qui bien sûr n'est pas vrai. Pour l'ONU, ce fléau en cache un autre, le trafic d'enfants, qui fait chaque année plus d'1 million de victimes dans le monde. En France, c'est demain que s'ouvrira la porte de Versailles, le salon Emmaüs, le 5e du genre. L'abbé Pierre, dans un fauteuil roulant, est venu en personne encourager les compagnons. 120 stands tenus par des bénévoles, une immense brocante. Comme l'an passé, il y aura un défilé de mode et un défilé de meubles, des meubles qui ont été relookés par de jeunes artistes. Entre environnement et consommation, comment lutter contre le suremballage des produits alimentaires et ménagers, des déchets inutiles de plus en plus nombreux? Que choisir, soutenu par Greenpeace et d'autres associations, ont organisé aujourd'hui une opération dans les supermarchés. Dans les caddies, ces emballages sont volumineux. Peggy Leroy.
Dans ce caddie, que des emballages à jeter. Et pourtant, ces ordures superflues, vous êtes obligés de les acheter avec vos courses. C'est ce qu'ont voulu dénoncer plusieurs associations de l'agglomération toulousaine ce matin. Pour sensibiliser les clients au suremballage, des militants ont distribué des tracts dans un supermarché. Chacun peut faire des expériences chez lui. Lorsque vous remplissez votre caddie dans un supermarché, lorsque vous le videz, vous vous apercevez qu'il y a plus de déchets que de produits à consommer. Dans cette grande surface de Clermont-Ferrand, c'est Que Choisir qui sonnait l'alarme. Selon cette association de consommateurs, tous les jours, chaque Français produit 1 kg d'ordures ménagères. Nous demandons aux industriels et aux grandes surfaces, qui sont quand même les commanditaires des industriels, de faire pression pour limiter ces emballages et ces suremballages. Greenpeace et le Centre d'information indépendante sur les déchets ont eux aussi participé à l'opération. Ils ont rappelé que le traitement des ordures crée une pollution des sols et des nappes phréatiques. Un message bien reçu par les consommateurs. Les paquets de gâteaux, c'est terrible, c'est emballé en plastique. Après, il y a encore du plastique, après du carton. Des pétitions ont été signées, les industriels sont appelés à faire des efforts. Les emballages, c'est la moitié du volume des ordures ménagères. Dans le Var comme dans les Bouches-du-Rhône, les risques d'incendie sont en avance sur la saison, des risques importants. Avant l'arrivée de l'été, et les pompiers sont en état d'alerte, comme nous le montre ce reportage de Francis Mazoyer et Benoît Jourdan. Soleil de plomb, végétation très sèche et mistral de plus de 60 km/h. Le risque d'incendie était très important dans les Bouches-du-Rhône. Les 300 pompiers prépositionnés au cœur des massifs avaient 2 consignes, vigilance mais aussi prudence. Comme l'année dernière, je vous demanderai de veiller aux règles de sécurité dans le protocole des feux de forêt. Donc tenue individuelle pour chacun d'entre vous, casque, ceinture de feu, veste de feu. Dans le même temps, la base aérienne de la sécurité civile était en alerte. Ces avions ont un rôle majeur dans le dispositif préventif, repérer puis éteindre les feux naissants. Intervenir dans les 10 premières minutes, eh bien ça permet justement de ne pas mettre des moyens au sol très importants, et c'est là où le moyen aérien prend toute son importance. Les Canadair sont restés au sol aujourd'hui. Ils étaient 6 sur le tarmac, prêts à décoller à tout moment en cas de gros feu. Les pompiers des Bouches-du-Rhône sont inquiets. D'abord pour demain, le vent devrait atteindre les 100 km/h, mais aussi pour l'été qui s'annonce très chaud sur le front des incendies. Il faut garder son sang-froid et faire face à la situation, compte tenu des prévisions météo telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire avec une certaine fiabilité certaine à 5 jours. La semaine dernière, un premier incendie a déjà détruit plusieurs dizaines d'hectares à Carry-le-Rouet. Des habitations ont été préservées grâce à l'intervention rapide des Canadair. Avant d'entrer au collège, près de 20% des enfants souffrent d'un poids excessif, allant même jusqu'à l'obésité pour une petite partie d'entre eux. Une enquête conjointe du ministère de l'Éducation nationale et de la Santé dresse ce constat. Les explications, Nicolas Châteauneuf, Didier Rancoeur. Les petits Français mangeraient-ils mal? C'est la question une nouvelle fois posée par une étude portant sur la santé de 8500 élèves de CM2. Premier renseignement, entre 10 et 11 ans, un enfant sur 5 souffre de surpoids et 4% d'entre eux sont obèses. Et plus surprenant, cela dépend en grande partie de la profession des parents. Exemple, les enfants d'ouvriers non qualifiés ont 6 fois plus de risques d'être obèses que ceux nés dans une famille de cadres. Devant un tel constat, les parents tentent quelques explications. C'est moins cher d'avoir des bonbons que d'avoir une belle robe. Et ça leur fait plaisir. Je pense que ça doit être ça. Il y a trop de sucre dans l'alimentation pas chère. En fait, la pratique sportive et le sexe de l'enfant, son lieu de scolarisation, sont autant de facteurs qui jouent dans le surpoids des élèves de CM2. Le temps passé à grignoter devant la télévision et les connaissances des parents en matière de nutrition pourraient aussi avoir un rôle. Mais les auteurs de l'étude ne connaissent pas en détail les différentes habitudes alimentaires des ménages en fonction de la profession. On a quelques questions sur la consommation de légumes, consommation de pommes de terre, etc. C'est pas assez détaillé pour vraiment faire le menu type de l'enfant d'ouvrier, le menu type de l'enfant de cadre. Au fil des rapports, des différences géographiques apparaissent également. Il y a par exemple plus d'enfants obèses dans les écoles du Nord-Pas-de-Calais que dans le reste de la France. Enfin, le petit déjeuner prouve une nouvelle fois son importance. Les enfants qui ne le prennent que 4 fois par semaine ou moins ont plus de risques d'être en surpoids que leurs petits camarades.
Conséquence inattendue de l'Euro 2004, les écrans plats ne se sont jamais aussi bien vendus. L'engouement pour cet appareil télévision d'un genre nouveau ne fait que grandir. Déjà 200 000 foyers français regardent leur programme sur un écran plasma. Frédéric Monteil, Michel Vasseur. Le ballon de foot et les fanions ont quitté le stade pour le rayon télé. Sur les écrans, l'Euro 2004 et dans la foulée le Tour de France, puis les Jeux Olympiques. Une trilogie qui accélère les achats d'écrans géants, plasma ou cristaux liquides, plus 450% de ventes par rapport à mai 2003 dans ce groupe d'hypermarchés. Les clients, ce qu'ils nous disent aujourd'hui quand ils viennent acheter un grand écran, ils cherchent le plaisir avant tout et ils cherchent la sensation d'un stade de foot ou pourquoi pas une salle de cinéma. L'an dernier, les tarifs ont chuté d'au moins 40%. Mais le téléviseur géant à mini prix, ce n'est pas pour aujourd'hui. Comptez entre 2 500 et 10 000 euros pour un écran de plus d'1 mètre. Pour les matchs de football, c'est vrai que c'est intéressant, mais je vous dis, les prix pour l'instant, pour moi, c'est trop. Malgré des prix encore élevés, certains ont franchi le pas. Ce consultant s'est converti. Il n'est plus cathodique, mais plasma, 1,07 m, 3 300 euros. Et pour savourer les matchs de foot, il a dû reculer son canapé de 3 mètres. Vous avez l'impression de voir le terrain en beaucoup plus grand et de voir une image et une action beaucoup plus importante. J'espère que sur cet écran-là, je vais voir la France battre l'Angleterre déjà. C'est ça que j'attends avec impatience. Le ballon rond et les téléviseurs, une grande histoire d'amour. En 98 déjà, la Coupe du Monde avait dopé les ventes, avec en prime une belle victoire. Et ceci nous amène à l'Euro 2004. À 48 heures de la rencontre France-Angleterre, hier soir, les journalistes du Sun ont piraté un instant l'Arc de Triomphe en projetant sur ses murs ce « Allez l'Angleterre », signe de l'effervescence qui monte chez les Britanniques. Des supporters qui se sont mis aux couleurs de leur champion. De l'autre côté de la Manche, l'Angleterre se couvre de drapeaux à la Croix de Saint-Georges. Claude Saint-Père. Un dernier coup de pinceau avant le début de la compétition. La famille Boyden, dans son petit village d'Arlezay, à l'est de l'Angleterre, a décidé de célébrer à sa manière l'Euro 2004. Ici, on est tous complètement fous de foot et cette folie semble n'avoir aucune limite. J'ai bien réfléchi avec ma femme. On voulait faire quelque chose de spécial pour l'Euro. Alors on a décidé de peindre le drapeau anglais sur toute la maison. Dans toute l'Angleterre, plusieurs dizaines de personnes ont eu la même idée. Aujourd'hui, c'est tout un pays qui se retrouve derrière son équipe. Les drapeaux anglais sont partout et on les affiche avec fierté sur sa voiture. L'Angleterre va gagner. Peut-être qu'on fera un match nul 2-2, mais je pense qu'on va gagner 2-1. Chez les bookmakers, la France est donnée favorite. Mais quand on interroge les Anglais dans la rue sur le nom du vainqueur, la réponse est toujours la même. L'Angleterre, bien sûr. Désolé de vous l'annoncer. Amusez-vous bien quand même. En tout cas, le petit village d'Arlezay n'est pas prêt d'oublier cet Euro 2004, surtout le voisin des Boyden. Il avait décidé il y a longtemps de vendre sa maison et depuis le coup du drapeau, il ne trouve plus de clients. Autre manifestation, celle-ci plus traditionnelle, le défilé aux couleurs pour célébrer l'anniversaire d'Elisabeth II. Des milliers de spectateurs dans le centre de Londres ont regardé la parade. La reine, aujourd'hui âgée de 78 ans, n'a manqué qu'une fois cette cérémonie. Claude Saint-Père. C'est chaque année le même cérémonial. Un défilé réglé au millimètre près pour célébrer l'anniversaire officiel de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Sa Majesté est née le 21 avril 1926 et elle a 78 ans. Et chaque année, au début du mois de juin, a lieu en son honneur ce traditionnel défilé des couleurs. Les 7 régiments de la maison royale défilent l'un après l'autre. Cette cérémonie marquant l'anniversaire du souverain remonte à 1748. Un spectacle très haut en couleurs, suivi par des milliers de personnes. C'est fantastique. On ne pourrait pas vivre sans la famille royale. J'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai vu la reine. Toute ma vie, j'ai rêvé de ce moment-là. On vient d'Afrique du Sud avec Jordan. C'est un grand jour dans notre vie. Pour apercevoir la reine quelques secondes, le public a dû patienter parfois plusieurs heures. Beaucoup de touristes étaient présents.
nous passons uniquement une journée à Londres. Et puis, une chose inattendue, c'est le jour où la reine défile. C'est un peu comme le 14 juillet chez nous. Ça fait partie du charme de l'Angleterre et du charme de Londres. Et je pense à quoi un plaisir. Les Français qui n'ont pas eu la chance de venir ici aujourd'hui à Londres auront en tout cas l'occasion de voir ces troupes d'élite de la Reine à Paris le 14 juillet. La présence de ces régiments prestigieux sur les Champs-Élysées sera sans aucun doute un des moments forts du défilé. Sport extrême avec le raid d'aventure, une discipline particulièrement difficile. Ce week-end a lieu dans les Pyrénées catalanes l'une des compétitions les plus éprouvantes. Partis hier, les concurrents n'ont pas dormi de la nuit. Ils ont parcouru 185 km en 30 heures. Tout ça pour la beauté du geste. Julien Beaumont, Grégory Vasseur. Mettre un pied devant l'autre, puis recommencer. C'est dur quand même. Nous sommes dans les Pyrénées catalanes. 70 personnes participent à ce raid d'aventure. Partis hier à 9 h du matin, ils doivent parcourir 185 km avec comme seule aide une boussole et une carte. Le problème, c'est que depuis un petit moment, on n'a pas regardé la carte et on a fait au nez. Et puis on a zigzagué un peu dans les bois et ça ne nous a pas porté chance parce qu'on s'est dérouté de quelques kilomètres. Autre difficulté, atteindre le pic du Carlite, 2923 mètres. Un passage obligatoire, une balise a d'ailleurs été placée au sommet. Après, il faut redescendre et la fatigue commence à se faire sentir. Les concurrents vont marcher toute la nuit et au petit matin, même les meilleurs sont un peu déboussolés. On met un pied devant l'autre, mais bon, c'est plus trop la tête qui guide le corps, hein, c'est un peu machinal, quoi. Pourtant, il faut continuer. Au programme maintenant VTT et là aussi carte obligatoire. Un parcours si difficile que seules 8 équipes ont trouvé toutes les balises. Les autres ont au moins profité du paysage. Mais c'est beau, c'était super beau. Vraiment des très très beaux paysages, magnifiques. On en a bien profité malgré tout. Mais la course n'est pas finie. Demain, il y a 65 km à parcourir. Venons-en à cette opération musicale. 400 écoliers réunis en une immense chorale qui vont se produire ce soir à Nice. Dernière répétition, Nathalie Jourdan et Raymond Chaplard. Aujourd'hui, ce sont eux les stars. 400 petits élèves des Alpes-Maritimes muets en artistes le temps d'un spectacle. Question organisation, il y a du boulot. Ils ont beau répéter depuis le début de l'année, à quelques secondes du lever de rideau, il y a du stress dans l'air. Ils ont beaucoup de questions comme ça à la dernière minute. En date du 7 Balthazar de l'an 472, l'Office des longitudes découvre 5 nouvelles contrées non répertoriées, dont Absalone, Bautrange et le Caniboustan. Des territoires à la fois surprenants et universels, de la pure poésie accessible à tous. C'est de l'ordre du ressenti. Il n'y a pas de message, mais là on a voulu faire quelque chose qui n'est pas mièvre. C'est un spectacle qui est fait avec des enfants. C'est pas un spectacle pour enfants, c'est un spectacle et les enfants ils portent une émotion incroyable. Ils sont complètement entiers dans ce qu'ils donnent. Sur cette terra incognita, on parle des langues très étrangères. Pas de quoi dérouter la chorale, la difficulté c'est plutôt de fixer le maître de chant alors que sur scène c'est le Big Bang de l'imaginaire. J'aimerais carrément voler voilà, comme ça, j'aime bien les géants, ils arrivent à faire plein de choses. Un opéra découverte, une aventure à but non commercial qui fabrique juste des rêves, rien que des rêves. Cinéma avec le rôle de sa vie. 3 semaines après son prix à Cannes, Agnès Jaoui est une nouvelle fois à l'affiche. Une réflexion sur la célébrité. Elle y joue le rôle d'une vedette française confrontée à l'admiration d'une jeune femme, Karine Viard, qui deviendra sa confidente. Pascal Deschamps, Marie-Pierre Cassignard. J'en ai rien à foutre de Tom Cruise. Je vais pas faire n'importe quoi parce qu'il y a Tom Cruise. Côte à côte, Elisabeth Becker, l'une des plus grandes actrices du cinéma français, et Claire Rocher, pigiste dans un journal de mode, est terriblement complexée. Et excusez-moi, vous prenez par où là exactement?
La timide va pousser l'admiration jusqu'à devenir l'assistante de la star, à la fois confidente et bonne à tout faire. Le rôle de sa vie ou comment la célébrité divise l'humanité en deux. Il me semble que l'humanité se divise en deux parties inégales. Ceux que l'éclat physique, l'assurance en eux-mêmes et le rayonnement personnel rendent invulnérables, et l'immense majorité des autres. Il y a l'espoir quand on côtoie comme ça des êtres lumineux et charismatiques qu'une part de leur lumière rejaillit sur vous. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de gens qui se présentent en disant « Je travaille avec telle personne célèbre, je suis amie, je connais même la cousine du coiffeur, du machin, qui est le frère de telle personne célèbre, de Catherine Deneuve. » Et voilà, c'est censé situer la personne et lui donner des lettres de noblesse, c'est vrai. Je pensais qu'elle était différente. Elle m'a foutu en photo partout. Excuse-moi. Si tu pouvais arrêter de t'excuser comme ça toutes les 2 secondes, hein? Je te jure, à force, j'ai l'impression d'être la reine mère. Ok, excuse-moi. Moi, j'ai pu vivre ça, que ce soit une petite jeune fille qui m'écrit des lettres, et au début, c'est très charmant et sympathique, et puis il y a un moment où je m'aperçois qu'elle me met sur un tel piédestal et qu'elle m'idéalise tant que ça va plus, quoi, parce que bien sûr, c'est bien d'avoir des modèles et de rêver, mais il y a un moment où il faut juste se récupérer soi-même et être soi-même, quoi. Que ce soit joli, je pense. Le rôle de sa vie est un premier film signé François Favras, plus proche, avoue-t-il, des gens de l'ombre que des célébrités. C'est pourquoi son film raconte avec humour et tendresse l'histoire de 2 femmes qui, au contact l'une de l'autre, vont finalement se transformer. Le festival de Saint-Denis où se mêlent harmonieusement musique classique et chant du monde. Le groupe de Polyphonie Corse y présente une création à Filetta qui sera donnée dans la basilique Saint-Denis en milieu de semaine prochaine. Christophe Hérault, Abdelzouech. Depuis 25 ans, sur les flancs des collines qui dominent la baie de Calvi, résonnent les voix d'Affiletta. 25 ans qu'ils font vivre les chants polyphoniques corses. Mais depuis quelques mois, de religieuses sonorités s'échappent de leur maison de Loumio. Ils répètent un requiem, une création en latin et en corse. Le chant religieux, une tradition pour les chanteurs corses. Nous-mêmes, il nous arrive très souvent d'être appelés à droite et à gauche pour chanter ce qu'on appelle des funérailles, donc messes d'enterrement. Hein. Et à ce moment-là, on y chante, on y déroule en quelque sorte les requiems traditionnels. Pour écrire ce requiem, Jean-Claude Acquaviva a convié les textes de Primo Levi, l'écrivain italien des camps de concentration et de l'innommable de la déportation. Les mots de Primo Levi deviennent les chants de la souffrance du XXe siècle. Cela s'appelle le requiem pour 2 regards. Ce sont 6 voix pour le culte des morts et le culte de la mémoire. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo Nathalie Riouet. 21h, le plus grand cabaret du monde, présenté par Patrick Sébastien. Demain, dans Thé au Café, Catherine Sellac recevra Lambert Wilson. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente soirée sur France 2. Votre soirée sur France 2. Pour les enfants, le plus grand cabaret de tous les cabarets nous livre son meilleur. Baffy, Daniel Gilbert, Céline Balitran, Eric Eranzi, Georges Charpak, Bec Bédé, Philippe Bertrand, Jeanne Moreau, Louise Fernandez, Loudoyon et plein